navire qui est dirigé à cette époque-là par l'amiral Canary. Il a plusieurs officiers traitants. Il s'appelle Reiser ou Reisen selon les auteurs, Rudolf Reiser ou Rudolf Reisen. Bon, l'affaire est absolument prouvée. Et Tchéky Barslan, pour l'Allemagne, il se trouve réfugié en Allemagne, en Bavière, et il est fait prisonnier par l'armée française. Eh bien, Tchéky Barslan, il est fait prisonnier le 7 mai 1945. Il est encore entre les mains de nos forces. C'est un vieux monsieur, il est né en 1870, donc il a 75 ans. Bon, je sais qu'il y a des septuagénaires qui se portent bien, merci, mais il a 75 ans, eh bien, il se taille, il se fait la malle, il se taille, il s'évade purement et simplement, il traverse la Bavière, la Suisse à toute allure, pour se trouver à Genève, à point nommé, le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, c'est-à-dire le jour de la signature par le maréchal von Keitel de la capitulation de la Wehrmacht qui remonte à la veille le 7 mai. Le maréchal von Keitel signe la capitulation. Et Tchéky Barslan, qui est un émir, c'est un notable, c'est un grand patron dans le monde musulman, c'est l'affidé du grand mufti de Jérusalem qui lui était prisonnier avec lui et qui lui ne s'évade pas. Lui il reste en tôle, il va y rester assigné à résidence jusqu'en 47, quelque chose comme ça. Lui s'évade, on le laisse s'évader, ou on le fait s'évader, et il lance le 8 mai, jour de la capitulation de l'armée allemande, il lance la djihad, la guerre sainte contre la France. Et immédiatement cette djihad est suivie des faits. Mais c'est quand même un lamentable fiasco en Afrique du Nord. 0 en Tunisie, 0 au Maroc, rien en Oranie, rien dans l'Algérois, et finalement très peu de choses dans le Constantinois, où nous savons que là des émeutes horribles vont se déclencher, que des dizaines et des dizaines de nos compatriotes vont être odieusement lynchés par des foules musulmanes en délire, qui à l'appel de Tchéky Barslan, de cette djihad lancée de Genève, se jette sur les nôtres. Sétif, Guelmac, Keratal, Périgoville, Chevreuil vont connaître des horreurs et des viols vont être commis collectivement. J'insiste sur ces viols, car ce sont des viols collectifs, commis par une foule, dans un vacarme de you-you, ce qui veut dire que toute la populace qui était là, conduite par des scouts musulmans, a été complice. À Périgoville en particulier, 11 ou 14 femmes, selon les témoins et selon la littérature, ont été odieusement violées des centaines de fois avant d'être massacrées, lynchées, les seins coupés en morceaux, des horreurs. Alors évidemment, à partir du lendemain, il y a eu une répression et nous savons qu'elle n'a pas été tendre. Et c'est le contraire qui aurait été scandaleux, bien évidemment. Je n'ose pas imaginer, étant non plus Capot et d'autres ici avec moi, ce que nous aurions été capables de faire si nous avions commandé une compagnie de répression ce jour-là à Périgoville. Ça va de soi, il ne pouvait pas en être autrement. Mais cette répression, elle n'a jamais atteint les chiffres astronomiques qu'on lui porte encore aujourd'hui, et en particulier quand Bourguiba, dès le jour même de Tunisie, a lancé sur le marché de l'information le chiffre de 45 000 morts. Ceux qui ont l'habitude d'avoir été eux-mêmes des ordonnateurs de mort savent très bien que ce chiffre correspond à une invraisemblance. Bon, des études extrêmement poussées ont été menées, des enquêtes ont été diligentées, le général Tubert, Robert Aron, on parle dans son livre. Robert Aron a fait une synthèse un petit peu de tous ces morts, et il dit qu'il y a eu un maximum de 7000 morts. Sur le livre de Robert Aron, on n'est pas du tout antipathique. Hein. Il dit qu'il y a eu 7000 morts, mais en réalité, il faut retrancher de ce chiffre tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont été cachés dans la montagne et qui n'en seront réapparus que quelques années plus tard. En fait, le chiffre aujourd'hui, le plus raisonnablement admis, c'est qu'il y a eu 4000 à 4500 victimes de la répression française, aussi bien la militaire que la civile. Alors, question. Récemment, on a hypertrophié ce chiffre encore une fois, et on en a fait en 1995 une espèce de Saint-Barthélemy des Arabes organisée par les sanguinaires français, le peuple pied-noir ayant créé par cette répression à laquelle il a participé un précédent qui justifie a posteriori la cruauté du FLN et en particulier le massacre de Melouza et le massacre du Constantinois d'El Alia du 5 août 1955.
Ils disent la cruauté du FLN a été motivée par la cruauté des Français le 8 mai 1945. Et de ça non plus, je n'en crois pas un mot. Je crois que si l'on a mis en évidence, si on a braqué tous les éclairages sur cet événement du 8 mai 1945, c'est qu'on veut mettre sous les ténoirs ce qui se déroule à Damas, en même temps, à la même minute, d'une façon absolument synchronisée, à l'appel de Chekib Arslan, il se passe quelque chose de très important à Damas, et vous devez tous quand même avoir constaté comme moi que l'on en parle très peu, pour ne pas dire pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe à Damas? Eh bien à Damas, les soldats français sont attaqués. Qui attaque les soldats français? S'agit-il de l'Hezbollah libanaise, si elle existe? Après tout, c'est Chekib Arslan, un Libanais, un islamiste qui demande la guerre, qui demande la jihad contre les Français. On pourrait penser qu'il est suivi par les islamistes libanais, mais non. Les islamistes libanais ne bougent pas et ils sont très francophiles à cette époque-là. Alors s'agit-il des Syriens? Nous sommes à Damas, la capitale de la Syrie. S'agit-il des fameux cavaliers tcherkesses syriens? Nos camarades Sapanini a écrit un très beau livre sur les tcherkesses syriens. Pas du tout. Les Syriens sont très francophiles à cette époque-là. Alors grand Dieu, qui attaque les soldats français à Damas? Eh bien, ce sont des Palestiniens. Et le général Jacquin est formel dans son livre, lui qui a été le grand patron des services spéciaux pendant la guerre d'Algérie de 1958 à 1961. C'est ceux qui attaquent les soldats français, ce sont des Palestiniens. Alors, qui commande les Palestiniens? Eh bien, justement, c'est le grand mufti de Jérusalem. Or, à cette époque-là, il est en prison. Il est en prison, il est arrêté par les Français. Il est arrêté là-bas, en Bavière. Il va y rester jusqu'en 1947. Mais c'est lui qui les commande, c'est lui qui les a conditionnés, c'est lui qui a préparé cette opération avec Chekib Arslan. Que font les soldats français? Mais ils ne se posent pas de problème. Ils tirent dans le tas. Ils sortent de la ville, les canons tirent à toute densité de tir, et ça se passe très mal pour les rebelles. Et alors à ce moment-là, il se déroule quelque chose d'incroyable. C'est que l'armée française, les soldats français vont être désarmés. Qui désarme les soldats français? L'armée anglaise, les soldats anglais. Qui commande les soldats anglais ce jour-là à Damas? C'est le général Spears. Ah, celui-là, on le connaît bien. Ce général Spears, c'est lui qui a emmené De Gaulle de Bordeaux à Londres au mois de juin 1940. Il est rentré en Syrie dans l'état-major du général Rowell en 1941 avec les deux divisions hindoues et australiennes. Et là, il est commandant d'armes de la place de Damas, mais c'est surtout le grand patron des services spéciaux au Moyen-Orient, et il fait désarmer nos soldats, les laissant ainsi à la merci de leurs agresseurs palestiniens. Alors question, car tout de même on veut comprendre, et il y a des questions qui surgissent, au moins deux. Pourquoi Chekib Arslan? Pourquoi l'émir islamiste libanais Chekib Arslan déclenche-t-il la djihad très précisément le 8 mai 1945, pas le 9, pas le 10, pas le 5, pas le 6, le 8 mai 1945. Et pourquoi l'armée anglaise désarme-t-elle nos soldats, les laissant ainsi, en quelque sorte, soumis à la bonne disposition de leurs agresseurs? Eh bien, pour répondre à cette question, schéma très simple, il faut se souvenir que le mois de mai, ça vient après le mois d'avril, que le mois d'avril vient après le mois de mars, et que le mois de mars, comme tout le monde sait, vient après le mois de février. Que se passe-t-il d'important dans le monde en février 1945? C'est la conférence de Yalta, où nous allons voir les chefs d'État occidentaux se soumettre à la volonté du petit père Staline. Et des millions d'Européens vont passer sous la terreur stalinienne. Monsieur Christian Fouché, le dernier délégué du gouvernement français en Algérie, en fait le haut responsable de la fusillade du 26 mars, à cette époque-là, il était ambassadeur de France à Varsovie, ambassadeur du gouvernement provisoire de la République française. Et il va, lui, écrire à De Gaulle, ici, la libération sous la terreur, c'est la terreur. Et bien cette terreur, des dizaines et des dizaines de millions d'Européens vont la connaître jusqu'à la chute du mur de Berlin pratiquement. Mais cet accord de Yalta, cette scission de l'Europe en deux, va créer, d'après les Arabes, une espèce de contradiction interne, diraient les marxistes, une dialectique interne au sein du monde des Roumis, ce qui va leur permettre d'effectuer une pression contre les Anglais. Ils ne savent peut-être pas que les Anglais n'ont pas besoin de recevoir, de subir de pression. Ils vont leur dire, ou bien vous marchez avec nous,
on verra pourquoi et contre qui, ou bien nous nous branchons sur Staline. Or les Anglais sont encore dominants au Moyen-Orient. À ce moment-là, il y a le pétrole du Moyen-Orient là sous leurs pieds. Et les Anglais vont marcher avec les Arabes et les aider dans tout ce qu'ils veulent. Et cette alliance des Anglais avec les Arabes va se traduire dans les faits par le 28 ou 29 mars 1945, la réunion constitutive à Héliopolis, dans la banlieue du Caire, de la Ligue arabe, l'Assemblée constitutive de la Ligue arabe. Bon, la Ligue arabe, c'est pour nous, des turbans, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est tous les Laurence d'Arabie Nouvelle Vague qui sont là, qui vont structurer, faire fonctionner cette Ligue arabe, qui, elle, déclenche la guerre, en particulier contre la France. Car bien sûr, Tchéky Barslan ne veut s'associer à cette alliance anti-juive. Car justement, pourquoi les Anglais et les Arabes font-ils alliance? Pourquoi? C'est parce qu'ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'à l'instant même où l'Allemagne va déposer les armes, où l'Allemagne va capituler, à cet instant-là, les Juifs de Palestine vont reprendre les armes pour la naissance de la République juive d'Israël. Ils l'avaient formellement affirmé au mois de septembre 1939, au début de la guerre, quand ils avaient dit « Nous interrompons nos opérations ici pour la renaissance du royaume de David. Mais à l'instant même où la guerre sera terminée en Europe, nous reprendrons les armes ici pour faire naître une république juive d'Israël. » Les Arabes, évidemment, n'en veulent pas. Tchéky Barslan, le grand mufti de Jérusalem, et les Anglais n'en veulent plus. Depuis 1931, ils se sont rangés à l'avis des Arabes, et ils vont donc unir leurs efforts d'une façon absolument intime pour combattre les Juifs. Mais pour combattre les Juifs, il leur faut des moyens, et il leur faut en particulier les moyens de Tchéky Barslan, qui est, nous l'oublions pas, le patron du Comité suprême pour la libération de l'Afrique du Nord, et qui leur dit « Moi j'apporte mon appui pour la lutte contre les Juifs, dans la mesure où vous m'aidez à combattre les Français. » Et les Anglais vont tenir parole. Ils vont aider les Arabes à combattre les Français, d'autant plus qu'arrive le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est la conférence de San Francisco. C'est la conférence de San Francisco, c'est-à-dire la première assemblée générale des Nations Unies, où là, on va mettre sur le marché des idées le dogme de la décolonisation, de la libre disposés d'eux-mêmes pour les peuples, enfin, tous ces concepts modernes d'émancipation qui donnent une espèce d'aura de confort spirituel, presque moral, au comportement des Arabes. Et le mois de mai, l'Allemagne capitule effectivement, et là, Tchéky Barslan, il déclenche l'opération le 8 mai 1945 comme s'il mettait en recouvrement une créance au débit des Anglais, en disant voilà, je démarre la guerre, et vous m'aidez. Et les Anglais vont aider les rébellions anti-arabes jusqu'au printemps, jusqu'à l'été 1961. Il y aura une interruption en 1946 car ils n'aideront pas beaucoup le MTLD, car le MTLD de Messali Haj était noyauté par la police française, mais quand va naître l'OS, l'organisation spéciale dissidente du MTLD puis le FLN, ils vont les aider jusqu'en 1961 pour avoir la disponibilité du monde arabe dans la lutte anti-juive. Et ça, on ne veut pas nous le dire. On ne veut pas que ce soit décrit, parce qu'en réalité, on se rend compte que ce qui a été à l'origine de cette guerre, c'est la volonté d'empêcher l'État d'Israël de naître. Alors on me dit, mais dis donc, toi tu rêves en cinémascope, tu délires, d'où tu sors ça? Pourquoi t'es-tu intéressé à la question? Mais je me suis intéressé à la question pour une raison extrêmement simple. C'est qu'imaginez-vous que mon destin à moi, pas celui de l'archevêque, ni celui de n'importe qui, c'est que mon destin à moi m'a situé, m'a propulsé en plein milieu de l'épilogue de ce que je viens de vous raconter et qui s'est déroulé à Alger pendant l'été 1961, quand l'OAS a tué à Alger l'attaché commercial du consulat général d'Angleterre à Alger. Qu'est-ce que c'est que cette manière que de tuer un attaché commercial? Mais ça ne se fait pas. Pardon. C'était le chef de réseau de cette antenne des services spéciaux anglais qui, depuis 1947,
fonctionnait sous la couverture de l'attachant commercial du consulat général d'Angleterre, qui renseignait la rébellion de l'OS, l'organisation spéciale, puis du FLN, en renseignement, en moyens d'action, en faux papiers, en armement, en argent, et en leur ouvrant des contacts avec toutes les organisations extérieures, etc. Mais les services spéciaux français, on va nous dire, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils avaient parfaitement détecté ce réseau ennemi qui, depuis 1947, fonctionnait en Algérie. Et ils l'ont tellement bien détecté qu'ils ont pris un agent qui avait dedans et ils l'ont retourné. Eh bien, cet agent qui s'appelait Gray, G-R-E-Y, si vous relisez la presse d'Algérie du début de la guerre d'Algérie, vous verrez, vers le 2 ou 3 novembre, qu'on a retrouvé un cadavre proprement étranglé dans l'arrière-port ou l'arrière-garde de la gare, je ne me souviens plus très bien, c'était ce Gray-là. Car bien sûr, il était retourné par les Anglais, mais les Anglais avaient parfaitement compris qu'il avait été retourné, donc ils ont intoxiqué nos services spéciaux à nous, ce qui fait qu'on a été roulé dans la farine pendant des années et qu'on n'a pas contrôlé un service secret alors qu'on était persuadé de le contrôler. Et c'était très grave. Pourquoi c'était très grave? Parce que grâce à l'exécution de ce Gray, la police française, la ST et les services spéciaux sont passés à côté de la réunion du déclenchement de la guerre d'Algérie proprement dit, qui va se dérouler le 31 octobre au champ de manœuvre à Alger. Vous êtes, pour ceux qui connaissent Alger, vous êtes en bas du chemin Jésus, vous donnez le dos à la caserne Marguerite, en face c'est le foyer civique, à droite la rue de Lyon, à gauche la rue Saint-Carlo, c'est par là, il y a un local syndical, et qui était là? La réunion, c'est Krim Belkacem qui la dirige. C'est lui qui avait décidé de la date du 1er novembre, parce qu'à l'ONU, le Pandit Nehru devait annoncer qu'il s'apprêtait à investir le comptoir français des Indes. Il y avait Mohamed Kider, il y avait Ouamran, il y avait Amar Ousgan, l'ancien secrétaire général du Parti communiste algérien, il y avait M. Benoît Frachon, membre du comité central du Parti communiste français, et il y avait M. Dufresne, le grand patron de la CGT de l'époque, lui aussi membre du comité central du Parti communiste français, qui ont participé non pas à une réunion préparatoire de la guerre d'Algérie, mais à la réunion de déclenchement de la guerre d'Algérie. Ce qui fait que c'est parce que les Anglais ont roulé nos services spéciaux dans la farine, en ayant compris que le Gray jouait un double jeu et l'ont exécuté juste avant, que nous n'avons pas pu décapiter la guerre d'Algérie dès son début, alors que la réunion s'est tenue en plein champ de manœuvre. C'est à se demander si on ne rêve pas. D'ailleurs, l'histoire de ce Gray est extrêmement instructive, elle est passionnante. Imaginez-vous qu'en 1943, la 8e armée britannique poursuivait l'Africa Corps, comme vous le savez, qui se repliait sur la ligne Marais. Et puis, quand ils arrivaient sur une position italienne, les Italiens se rendaient, Badoglio n'avait pas encore fait l'armistice, ils rendaient leurs armes, et puis on les emmenait dans des camps. Mais il arrivait parfois que les Anglais ne voulussent pas que l'on prenne les armes. Donc, ils n'en prennent pas les armes. Le 8 mai 1945, c'est une petite fille ascétique, elle s'appelait Nakache. Et deuxièmement, la première victime de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, le cadi Hadj Sadok, c'est très important. Hadj Sadok, le 8 mai 1945, il était sous-officier dans un régiment de tirailleurs qui était cantonné en Tunisie. C'était un Chaouia, et c'est lui qui a été envoyé dans les Aurès le 8 mai 1945 pour demander aux Chaouia de ne pas bouger et de rester fidèles à la France. Le premier qu'ils ont abattu, pour bien montrer le lien qu'il y a entre le 8 mai 1945 et le 1950, c'est lui, Hadj Sadok. J'avais l'instituteur Monroe, mais ça c'était une coïncidence. Mais en fait, c'est lui qui est dévisé, Hadj Sadok. J'en ai terminé avec ce chapitre. Nous pouvons rejeter cette accusation, mais en disant en fait, ils ont vu tout faux. C'est tout le contraire. Voilà. Donc on nous dit, vous avez tué le 22 mars 1962 à Bab el-Oued 6 soldats du contingent français. Oui, il s'est passé quelque chose de grave ce jour-là. Ce jour-là, effectivement, le responsable du secteur Orléans-Marine, Achard, avait décidé, après les accords d'Évian, de monter une opération qui consistait à désarmer les patrouilles du contingent de la manière la plus pacifique qui soit. Chut, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Donc, les premières opérations se déroulent très bien. Se déroulent très bien. Au square Nelson, à cette époque-là, on disait Nelson, on ne disait pas Nelson, on prononçait comme Gaston, souvenez-vous. Au square Nelson, on désarme une patrouille, on leur dit, nous chantons les Africains, nous chantons la Marseillaise, notre drapeau c'est un drapeau tricolore, le même que le vôtre, on ne vous veut pas de mal,
vous allez partir bientôt, nous serons obligés de défendre pendant quelque temps nos femmes et nos enfants, nous avons besoin de vos armes. Alors vous nous donnez vos armes et partez en paix. Ça se passe bien au Sparelson, ça se passe bien rue Mison, rue Soleillier, et ça se passe pas très bien, pas bien du tout, place de C, rue Christophe Colomb, en bas de chez Bastos, par là. Il y a une patrouille qui est là, le chef de la patrouille renaque un petit peu, ça discute, et je ne peux pas faire ça, c'est mon honneur de soldat, etc., etc. Et voilà que du fond du camion, un homme de la patrouille, un arabe. Alors si je dis un arabe, c'est pas pour un ostracisme, pas pour dire que c'est un ostracisme quelconque. Hein. On a dépassé ce stade-là. C'est parce que normalement, il n'y en a pas dans ces patrouilles. Il n'y en a pas. Il se dresse, il arme son PM, il va tirer, et en quelques secondes, en une fraction de seconde, pardon, nos garçons tirent les premiers, et les autres étant rassemblés dans un 4x4, c'est une boucherie. 7 morts. 7 morts. Or, cette attaque de la FNACA, parce que c'est la FNACA, c'est la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, qui sans arrêt ressort cette affaire-là. Moi, j'en connais, et qui me disent, mais qui sont très bien, qui sont bien pensants, qui disent, non, vous ne pouvez pas parler de la FNACA, parce que pour eux, vous êtes les assassins des soldats français. Il y a eu effectivement une baffe, un coup dur, pas de chance, 6 soldats français du contingent tués. Et nous l'avons assumé tout de suite. J'étais informé, on m'a rendu compte de l'opération dans le quart d'heure qui a suivi. J'étais avec Roger de Gueldre là, où nous avons manifesté nos regrets bien évidemment. Nous étions catastrophés. Récemment, en 1991, dans une émission de télévision De Gaulle et l'OS, j'ai assumé la responsabilité de cette affaire-là en disant qu'on n'avait pas commandé, mais ayant assumé la responsabilité de 600 morts dans le Grand Alger, je ne pouvais pas faire marche arrière, et je l'ai fait. Avant l'émission, on me présentait comme un assassin patenté. Après l'émission, comme elle avait eu 3 étoiles, j'étais redevenu le docteur Pérez, par la même revue, le même journal, Téléstar. Et je tiens à préciser que je suis médecin à cette époque-là. J'ai un téléphone, j'ai un cabinet, n'importe qui peut venir me voir, n'importe qui peut venir me prendre à partie, n'importe qui peut me téléphoner. J'ai reçu des centaines de coups de téléphone. Le plus mauvais que j'ai reçu, c'était celui-ci. Docteur, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous faites vrai, alors écrivez. Voilà, c'est tout. Donc c'est relativement bien passé. Il faut toujours dire la vérité, même si elle est désagréable, surtout quand on est en mesure de s'expliquer. Alors je leur dis à ces garçons qui encore maintenant aujourd'hui me reprochent ces soldats tués, pourquoi vous dites 6 alors qu'il y en a 7? Pourquoi 6 et pas 7? Il y a eu 7 victimes. Pourquoi vous ne parlez pas du 7e? Eh bien pour une raison toute simple. C'est que ce n'était pas un soldat du contingent, et qu'il était là pour ça, pour faire une opération de provocation, provoquer un drame, et ce drame aura des conséquences absolument inouïes, puisqu'il va entraîner le bouclage de Bab el-Oued, et ce que vous savez, et puis qu'il va indirectement provoquer la fusillade du 26 mars, et que finalement le peuple algérois va être décérébré par cette série de coups durs, et que ça va peut-être accélérer la chute, ou le départ en tout cas. Alors je dis à ces garçons de la FNACA qui évoquent ce massacre avec douleur, je l'espère, et avec colère et avec haine, calmez-vous un petit peu, parce que tout de même, vous, les militaires français, vous n'avez pas hésité à tuer des gens de notre contingent à nous. Des gens de notre contingent à nous, car vous avez tué mon copain Axel Gavaldon et 7 garçons du Delta d'Oranie dans l'opération à la latte de Sidi Bel Abbès, qui s'est déroulé au printemps, pratiquement au même moment. Ces garçons étaient tombés dans un piège, ils devaient récupérer des armes, ils sont entrés dans l'enceinte de la latte, et alors là, au lieu de les faire prisonniers et de les foutre en tôle, vous les avez hachés au fusil mitrailleur et aucun n'a survécu. Vous les avez tués purement et simplement. Quelque temps plus tard, mon subordonné et ami André Turiella, qui opérait dans le secteur de Bellecour, avec mon jeune frère à cette époque-là, Jackie, et d'autres, beaucoup d'autres, qui sont peut-être là ce soir, avait décidé de ne pas accepter les barrages du FLN que le FLN avait dressés derrière le monoprix de Bellecour, rue Julienne, rue Mozart, ça montait vers le Clos Salonguier, le chemin des Crêtes, et lui tout seul, avec sa compagne, avec un PM, il disloquait les barrages. Il flinguait tout le monde, et il est arrivé victorieux à la place de la Redoute, mais là, une patrouille de soldats du contingent de l'armée de l'air de la Redoute, alerté, l'attendait et l'a rafalé purement et simplement à mort quand il s'est pointé à la place de la Redoute. Donc je leur dis, vous aussi, vous n'avez pas hésité à abattre, à tuer, alors que vous pouviez faire autrement, alors que vous pouviez les faire prisonniers des soldats de notre contingent à nous.
Alors je leur dis aussi, mais pourquoi vous n'orientez pas votre colère contre les soldats français du contingent, odieusement massacrés et mutilés par le FLN? Je pense par exemple à l'embuscade de Palestro, où vous avez abandonné quelques-uns des vôtres, à peine blessés, et qu'on a retrouvés le lendemain, émasculés, égorgés, massacrés d'une façon odieuse. Pourquoi n'orientez-vous pas votre colère contre cela? Et finalement, pourquoi n'orientez-vous pas votre colère contre ceux qui vous ont fait faire la guerre pour le roi de Prusse, en particulier à partir de 1958? Qu'est-ce que vous racontez là? On dit oui. En 1958-59, le général Schall, il monte le PC Artois, et puis à partir de là, de merveilleuses opérations sont montées, Jumel, Courroy, Pierre Précieuse, c'est Napoléon qui est là au PC Artois, c'est le maréchal Lannes, c'est le maréchal Murat, ça sabre dans tous les coins, et vas-y que je te flingue du Djounou, je te flingue du Mousbidine, je te flingue du Mouchahidine, c'est le massacre du Félouz, il va même pas en rester 3000 au moment de la guerre d'Algérie, les chefs du FLN sont complètement désemparés, les services spéciaux français conditionnent tout le monde, si ça demande la manne, si ça à Paris, en même temps, d'autres chefs de la rébellion, le GPRA de Tunis, demandent à se rendre aux autorités françaises et ils demandent aux services spéciaux français qu'on camoufle cette reddition en enlèvement par les services spéciaux. De Gaulle n'a qu'un mot à dire et l'Algérie algérienne est à genoux, l'Algérie française est debout, il n'a qu'à le vouloir. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il fait la guerre pour le roi de Prusse. Qu'est-ce que c'est ça, le roi de Prusse? Il s'appelle comment, le roi de Prusse? Il s'appelle le GPRA. C'est le GPRA, sachant qu'à l'instant même où ils mettraient les pieds en Algérie, ils auraient tous la gorge tranchée par les maquis de l'intérieur, qui avaient exigé, avant d'aller à Évian, que l'armée française le débarrassât de tous ces maquis de l'intérieur, de faire la police pour son compte.